Coucou les yogis, namasté. Je reviens cette semaine pour un café yoga que je vais partager avec vous sur le thème de l'alimentation. Ça tombe bien, c'est dimanche. Alors, je vais vous lire cette phrase qui est de manger de Thich Nhat Hanh. Bien manger est un art. Cet art ne nous oblige pas à avoir une cuisine élaborée, mais il nous demande la pratique de la pleine conscience. Votre corps n'est pas seulement le vôtre, il est un cadeau et une responsabilité. Pour le maintenir en bonne santé, il nous faut savoir manger. Alors pourquoi j'ai voulu aborder ce thème? Parce que dans le yoga, c'est un des piliers du yoga, l'alimentation appropriée. Qu'est-ce que nous dit le yoga par rapport à l'alimentation? Eh bien, il nous dit que l'alimentation va gérer la première enveloppe, l'enveloppe physique, hein, qui est donc le bâti de notre corps. C'est vraiment l'alimentation qui va influencer cette première enveloppe. Si on lui donne une alimentation pleine de vitamines et une alimentation saine, on va avoir une enveloppe saine qui va elle-même aller influencer l'enveloppe du mental. Et si au contraire, on a une alimentation pauvre, eh bien on va avoir un mental qui va aussi s'appauvrir et notamment qui risque d'être en proie à la dépression, à la fatigue, etc. Donc, en yoga, ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, on s'alimente pour avoir un niveau d'énergie constant et optimal. Hein. Donc, c'est vraiment important parce que c'est aussi Hippocrate qui disait que l'alimentation soit ton premier médicament. Et c'est vraiment sur ça que va se baser l'Ayurveda et puis aussi notre façon de nous alimenter en tant que yogi. Au début, quand on commence le yoga, ça n'a pas vraiment d'importance, ça. On pratique, et puis on n'a pas vraiment de changement alimentaire. Mais on peut voir qu'au bout de 3 ou 4 ans, on a vraiment des changements. Pourquoi? Parce que quand vous faites des asanas, des postures, par exemple Paschimottanasana, qui est la flexion avant, hein, quand vous la faites et si vous avez du ventre, ça va vous gêner. Et au bout d'un moment, vous allez créer dans votre mental un message répétitif qui est: il faut que je perde du ventre parce que j'ai du mal dans cette posture. Et vous allez commencer à être beaucoup plus rigoureux sur ce que vous allez mettre dans la bouche. Alors, la première enveloppe qui est donc influencée par l'alimentation, donc dans le Bhagavad Gita, hein, qui est un des livres de la philosophie du yoga, il y a 3 types de nourriture. Il y a la nourriture qui est tamasique, donc qui est impure, qui est pourrie, mais aussi qui est très peu énergétique. Quelque chose qui va vraiment nous peser, nous rendre léthargiques, nous rendre feignants un petit peu entre parenthèses. Et pour moi, vraiment le symbole de la nourriture tamasique, eh bien, c'est la boîte de Buitoni, les raviolis Buitoni, voilà. Quand je mange ça, je sens que mon esprit, ça m'est arrivé plus d'une fois, je sens que mon esprit est complètement ankylosé, j'ai pas du tout d'ouverture, je me sens pas du tout bien dans ma peau, etc. Et je sens surtout que j'ai faim, il n'y a pas de nutriments là-dedans. Hein. Ensuite, il y a la nourriture rajasique. La rajasique, c'est celle qui va amener énormément de... Le raja, c'est du mouvement, c'est quelque chose qui va nous énerver. Donc il y a le café, il y a le thé, il y a toutes les épices. Hein. Et après, il y a l'alimentation sattvique. Donc l'alimentation sattvique, sattva, ça veut dire la pureté. Et on peut mettre dans cette catégorie ce qu'on pourrait appeler, nous, aujourd'hui en France, l'alimentation organique. Donc tout ce qui est fruits, légumes, l'eau, les légumineuses, les choses qui vont vous amener vraiment de l'énergie. L'alimentaire, c'est là pour couvrir vos besoins en nutriments, vitamines et minéraux, de façon à ce que le corps fonctionne et reste en pleine santé. Alors ok, vous allez me dire, Magali, c'est super tout ça, mais moi,
Moi, j'adore mon hamburger. Eh ben oui, pourquoi pas. On n'est pas obligé de faire des choix drastiques, comme je l'ai déjà dit, comme je le dis à tous mes élèves. On peut voilà, amener une partie de plaisir, mais cette partie de plaisir-là, elle ne peut pas constituer 80% de votre alimentation. Donc souvent, le bon équilibre, pour nous en tout cas, qui sommes en chemin, je pense que c'est de faire 80% sattvique et puis le reste en tamasique. Le rajasique, il est un peu dans les deux, parce que selon votre composition en Ayurveda, vous pouvez faire du sattvique épicé pour que ça vous donne un petit coup de fouet et que ça vous donne de l'énergie, par exemple, notamment si vous êtes kapha. Hein. Donc ça, c'est hyper important. Vous allez me dire, oui, mais souvent, on dit que les yogis, ils sont végétariens. Exact. Alors, pourquoi ? Ça, c'est tout à fait différent. Ça vient du Raja Yoga. Donc, pour ça, je vais prendre mon livre de professeur hein, sur le Raja Yoga. Donc, le Raja Yoga, je rappelle que c'est c'est vraiment la base du yoga. Hein. Tous les yogas viennent du Raja Yoga. Et c'est notamment l'Ashtanga va vraiment respecter scrupuleusement le Raja Yoga. Et dans ce Raja Yoga là, il y a 8 piliers. Donc le premier pilier c'est Yamas, les contraintes, et puis le contrôle. Ensuite, le deuxième pilier, c'est Nayamas, les observations, l'observance, ce qu'on décide de faire. Le troisième pilier, c'est Asana, les postures. Le quatrième pilier, c'est Pranayama, la respiration. Le cinquième pilier, c'est Pratyahara, c'est le retrait des sens. Notamment, c'est aussi quand on fait des retraites en silence ou qu'on fait des retraites dans le noir, voilà, on essaye de retirer un sens pour avoir un contrôle de l'esprit. Dharana, c'est la concentration, alors que Dhyana, c'est la méditation, qui font partie intégrante du Raja Yoga. Donc quand on fait du yoga, c'est bien de méditer et de s'alimenter correctement. Et puis après, le 8e pilier, c'est le samadhi, c'est vraiment l'état supraconscient. Alors je vais revenir sur le premier qui est Yamas. Et dans Yamas, dans les contrôles et contraintes, il y a une loi qui est la loi de Ahimsa, dont on parle beaucoup en yoga. Alors souvent les gens disent, bah, moi je suis yogi, donc je respecte Ahimsa, donc je suis végétarien. Ok, très bien. C'est vrai que c'est vraiment la loi de la non-violence. Donc, comme on est non-violent, on ne mange pas d'alimentation carnée, on ne mange pas d'animal. Attention au changement drastique d'alimentation, hein, puisqu'on ne peut pas passer d'un régime carné à un régime végétarien sans mettre le corps en stress. Et notamment, moi, je voulais justement apporter aujourd'hui des précisions par rapport à ça. Parce que souvent, je retrouve dans mes cours des gens qui souhaitent être végétariens et qui ont beaucoup de dualité par rapport à ça, puisqu'ils ont vécu peut-être 30, 40 ou 50 ans avec la viande. Donc forcément, quand on supprime ça, bah, ça crée un manque au niveau du corps, hein, purement comme une drogue. Hein, ça c'est normal, c'est quelque chose que vous aviez, donc vous passez, donc forcément il y a une période de manque. Et il y a beaucoup de dualité, parce que comme c'est relié à l'alimentaire, eh ben, c'est un peu viscéral. Donc du coup, on a envie de faire, mais en même temps on n'a pas toujours les clés pour le faire. Donc je pense que si on veut respecter Ahimsa, déjà la première chose c'est de comprendre et de vraiment éclaircir pourquoi on veut devenir végétarien. Est-ce que c'est parce que je veux plus manger d'animal, parce que les conditions d'abattage, parce que les conditions d'élevage ne me plaisent pas et moi c'est pas possible pour moi. Est-ce que je ne veux pas manger d'animal parce que je ressens quand je mange la souffrance, je sens que je suis pas bien et je sens que mon ventre il est en train de me dire stop, je veux plus manger ça.
Est-ce que c'est mon intellect qui m'influence et qui me dit non, moi je veux plus manger ça, donc l'estomac ne va plus digérer ça, et à chaque fois que vous mangez de la viande, c'est très très compliqué. Est-ce que vous voulez plus manger de la viande parce que le goût ne vous plaît plus? Ça peut être aussi une possibilité d'évolution. Ou je ne mange plus de viande à cause de son impact écologique. Ou la sixième possibilité, c'est je ne mange plus de viande parce que moi aujourd'hui je veux respecter Ahimsa, et donc je vais faire de cette souffrance, je vais l'offrir à la source. Hein. Et en ça, Ahimsa devient aussi un tapas, donc une austérité que l'on s'impose, mais pleinement consentie. Hein. Donc je pense qu'il faut être clair là-dessus, et pour tous mes élèves qui sont en dualité par rapport à ça, je vous invite à lire 2 livres. Donc le premier livre, c'est No Steak de Emeric Cameron. Alors pourquoi j'aime bien ce livre? Parce que en fait il propose le végétarisme. Ce n'est pas quelqu'un qui a été végétarien et qui va prendre sa petite banderole et qui va dire oui, c'est les végétariens les meilleurs, etc. D'ailleurs il le dit, non, toute sa famille est omnivore, mais il apporte des pistes intéressantes en disant voilà pourquoi, avec le nombre de gens qui sont sur la planète, le végétarisme sera sans doute, dans les 50 ans à venir, l'alternative inévitable pour notre planète. Et il explique ça au niveau éthique, au niveau écologique, au niveau environnemental. Donc c'est assez intéressant, il s'appuie sur des scientifiques, donc c'est assez intéressant de lire ce livre. Et puis évidemment il y a pour ceux qui ont franchi déjà le pas de l'élévation spirituelle, et pour qui manger un animal c'est une souffrance, parce qu'ils ont déjà de la compassion vis-à-vis de cet animal, qu'ils ne le considèrent pas en dessous d'eux. Eh bien je propose le livre de Mathieu Ricard qui est Plaidoyer pour les animaux, où il met en évidence toutes nos contradictions aussi, pourquoi certains animaux sont adulés et d'autres maltraités, et pourquoi on peut faire le lien entre notre dévotion et puis notre assiette. Donc surtout, moi ce que je voulais vous dire, c'est que dans mes cours, j'ai des gens qui sont végétariens, d'autres qui ne sont pas végétariens. Ce n'est pas un problème, ils pratiquent le yoga, hein, comme tout le monde. Sachez néanmoins que quand vous mangez de la viande ou du poisson, surtout de la viande rouge, eh bien elle est très chargée en toxines et cela vous rend moins souple. Donc ça c'est une expérience que j'ai faite, notamment après 1 mois et demi d'ashram. Au début je suis arrivée en ashram et puis je mangeais de la viande, et puis pendant 1 mois et demi j'ai fait le jeu de devenir vraiment 100% végétarien, et j'ai été beaucoup plus souple, ça s'est vu dans les postures, hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération si vous voulez aller plus loin, quel est votre objectif. Pareil, toujours être clair avec soi-même, quel est son objectif pour le moment, à tant de temps, dans 1 an, dans 5 ans, dans 6 mois. Et puis sachez que il n'y a rien figé dans le marbre. Si vous pouvez très bien vous tromper, revenir en arrière, et puis vous pouvez très bien passer définitivement au végétarien. Alors souvent on me pose la question, oui mais si je deviens végétarien je vais avoir des carences. Non, pas vraiment. Cela dépend de vous. Si vous respectez scrupuleusement le régime lacto-ovo-végétarien, c'est-à-dire dans mon alimentation je trouve toujours du lait et je trouve toujours des œufs. Donc je rappelle que le lait provient d'une vache qui a eu un veau. Donc à partir du moment où ça a été fait dans une agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on n'impose pas à la vache de produire un veau à chaque fois qu'elle a fini d'en élever un au sein, hein. Eh bien, Ahimsa est respecté, c'est-à-dire qu'on respecte le bien-être de l'animal. Et je rappelle que la poule
qui est dans votre jardin, qui court, qui a une vie de poule, qui gratte la terre, fait naturellement des œufs. Et pour ça, il n'y a aucune violence en fait envers l'animal. Donc lacto, ovo, végétarien, donc ça passe. Vous pouvez vous nourrir de fruits, de légumes, de légumineuses avec une céréale et du coup, vous n'avez pas de carence en vitamine B12. Souvent, c'est la vitamine dont on me parle. Oui, mais moi, j'ai peur de la carence. Non, vous n'aurez pas de carence si vous respectez ce régime. Après, si vous êtes vegan, donc vous supprimez tout ce qui vient de l'animal, c'est une autre paire de manches. Et là, il faut vous rapprocher de votre médecin parce qu'effectivement, je ne sais pas s'il n'y aura pas de carence. Je pense qu'il y aura des carences quand même en vitamine B12. Pour la vitamine D, je rappelle que nous pouvons, en tant que yogi, faire des bains de soleil. Et d'ailleurs, c'est une pratique. Quand le soleil va se coucher, juste 30 minutes avant le coucher du soleil, nous nous mettons au soleil pour capter l'énergie du soleil couchant ou qui vient de se lever. C'est pour ça que beaucoup de yogis pratiquent au lever du jour. Nous captons les rayons du soleil et ces rayons du soleil vont alimenter donc la vitamine D de notre corps. Voilà. Et nous trouvons les vitamines et les minéraux dans l'eau, dans les légumes et aussi dans les légumineuses. Hein. Ça devient une part importante de l'alimentation du yogi. Dernière chose, n'hésitez pas à vous faire des plats végétariens super bons. D'ailleurs, j'invite tous mes élèves à me dire moi j'ai acheté des pois cassés, comment est-ce que je peux les assaisonner, Magali, pour que ce soit bon? Ok, j'ai toujours des recettes, des dizaines de recettes sur le végétarisme, parce qu'il ne faut pas oublier la notion de plaisir quand on s'alimente et manger doucement, parce qu'un aliment, c'est pas juste quelque chose d'organique qui vous nourrit, c'est bien plus que cela. Et je vais pour ça m'appuyer pour finir sur un texte qu'avait fait Thich Nhat Hanh, donc toujours dans ce livre, hein, Manger de Thich Nhat Hanh. J'aime beaucoup ce moine vietnamien, puisqu'il est beaucoup dans la pleine présence, dans la pleine conscience. Et c'est vrai que nous, quand on mange, des fois on mange un peu trop vite et on ne se rend pas bien compte de ce qu'on fait. Alors que la nourriture, c'est vraiment là pour vous nourrir. Hein. Le prana qui est dans la nourriture, il est là pour constituer votre corps. Donc c'est vraiment important et c'est vraiment quelque chose sur lequel on va s'appuyer en yoga. Alors je finis avec ce texte. Rien ne vient de rien. Avec un tout petit peu de pleine conscience, vous pouvez voir vraiment d'où vient votre pain. Il n'est pas sorti de rien. Le pain provient des champs de blé, d'un dur travail, du boulanger, du fournisseur, du commerçant, etc. Mais le pain est plus que cela. Le champ de blé a besoin de nuages et de soleil. Alors, dans cette tranche de pain, il y a le soleil, il y a les nuages, il y a le labeur de l'agriculteur, la joie d'avoir de la farine et le savoir-faire du boulanger. Et puis, miraculeusement, il y a le pain. Le cosmos tout entier s'est rassemblé pour que ce morceau de pain puisse être entre vos mains. Vous n'avez pas besoin de méditer longtemps pour obtenir cette vision profonde. Tout ce qu'il vous faut, c'est ne plus laisser votre esprit se perdre dans les soucis, dans les pensées et dans les objets. Voilà, j'espère que cela vous a aidé à prendre un chemin végétarien ou non végétarien. Il n'y a pas de jugement. Je pense qu'il faut vraiment être libre de ce côté-là, de faire ce que l'on souhaite, ce que notre corps nous appelle à faire, sans juger ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. C'est très personnel et moi je suis contre les jugements. Donc c'est pour ça que je reprends des amis végétariens quand ils culpabilisent des non-végétariens. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, pas du tout. Il faut sentir que ça vient de soi, de son esprit, de son estomac, d'un alignement. J'espère que ma vidéo vous aura aidé pour mieux vous nourrir.
En tout cas, moi, je me fais un plaisir de vous retrouver dans les cours à partir de la semaine prochaine. Namasté. Prenez soin de vous.